Mon enfance a été bâtie sur un mensonge, et je l'ai découvert trop tard. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. J'avais 10 ans, peut-être 11. C'était un dimanche d'automne, gris et silencieux, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Je fouillais dans le grenier, à la recherche de vieux jouets, quand je suis tombé sur une boîte poussiéreuse. Elle était banale, en carton, mais scellée avec du ruban adhésif jauni, comme si on avait voulu l'oublier ou la cacher. Je n'étais pas censé y toucher, je le savais, mais les enfants sont curieux, et les interdits les attirent comme des aimants. Alors j'ai arraché le ruban. À l'intérieur, il y avait un vieux pull de bébé, une petite peluche abîmée et un album photo. Je l'ai ouvert, pensant y trouver des souvenirs de famille. Et effectivement, les premières pages étaient remplies de clichés que je reconnaissais. Maman jeune, souriante, me tenant dans ses bras. Papa, un peu plus distant, mais là. Mais à partir de la 5e page, quelque chose clochait. Il y avait des photos d'un bébé que je ne reconnaissais pas du tout. Un nourrisson avec des yeux clairs, alors que les miens sont foncés. Un enfant que mes parents n'avaient jamais mentionné. Sur certaines photos, ce bébé portait des vêtements que j'avais vus dans mes propres tiroirs de souvenirs. Et puis il y avait cette image. Une photo prise à la maternité, avec une date inscrite en bas. C'était 3 mois avant ma supposée naissance. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je suis descendu avec l'album, les mains tremblantes. J'ai attendu que maman sorte de la cuisine, puis je l'ai tendu vers elle, sans un mot. Lorsqu'elle a vu l'album, son visage s'est figé. Elle a pâli, comme si on venait d'ouvrir un tombeau. « Où as-tu trouvé ça ?» a-t-elle murmuré d'une voix que je ne lui connaissais pas. Je n'ai pas répondu. Elle m'a arraché l'album des mains et l'a serré contre elle, comme pour protéger un secret. Puis, sans un mot de plus, elle est montée à l'étage. La porte de sa chambre a claqué. Et moi, je suis resté là, dans le silence du salon, avec une certitude étrange qui grandissait en moi. Il y avait quelque chose que l'on me cachait. Ce jour-là, une fissure est apparue dans les fondations de mon enfance. Une petite fêlure, presque invisible, mais qui allait lentement s'élargir, jusqu'à faire tout s'effondrer. Je ne savais pas encore à quel point ce mensonge était profond, ni combien il allait me coûter, mais le doute, lui, venait de s'installer, et il ne me quitterait plus. Les jours qui ont suivi la découverte de cet album ont été étranges. Ma mère ne m'a plus regardé de la même manière. Elle évitait mon regard, détournait la conversation dès que j'essayais de revenir sur le sujet. Et surtout, elle n'a plus jamais mentionné l'album, comme s'il n'avait jamais existé. Comme si en le niant, elle pouvait effacer ce que j'avais vu. Mais moi, je n'oubliais pas. Je n'oubliais rien. J'étais encore trop jeune pour comprendre l'ampleur de ce que j'avais entrevu, mais assez vieux pour sentir qu'un mur venait de se dresser entre nous. Chaque silence, chaque geste un peu trop brusque, chaque soupir trahissait un malaise que je n'avais jamais perçu auparavant. Mon père, lui, semblait étrangement absent, comme toujours. Il rentrait tard, restait peu. Sa présence était fantomatique, presque décorative. Je n'ai jamais su s'il ignorait le trouble qui nous habitait ou s'il faisait semblant de ne pas le voir. Un soir, alors que ma mère croyait que je dormais, je l'ai entendu au téléphone. Sa voix était basse, étouffée. Mais j'ai tendu l'oreille, recroquevillé contre le mur de ma chambre. Elle disait « Il a vu l'album, je ne sais pas quoi faire. Non, je ne peux pas lui dire. » « Il est encore trop jeune. » « Oui, je sais. Mais je ne suis pas prête. Je me souviens avoir senti mon ventre se nouer. Ces mots ont résonné comme une cloche dans ma poitrine. Je ne peux pas lui dire. Elle parlait de moi, bien sûr. De ce que j'avais vu, de ce que je n'étais pas censé découvrir. Le lendemain matin, elle a agi comme si de rien n'était. Pancakes, sourire crispé, un baiser rapide sur le front. J'aurais pu croire que tout était normal, si je n'avais pas entendu cette voix trembler la veille au soir.
Ce décalage entre ce qu'elle disait et ce qu'elle ressentait m'a frappé en pleine poitrine. Ce n'était plus ma mère, pas vraiment. C'était une actrice, et le décor de ma vie, jusqu'alors si stable, se fissurait scène par scène. Je suis devenu un enfant silencieux, plus méfiant, plus attentif. Je scrutais chaque mot, chaque regard, à la recherche d'indices. J'espérais qu'elle finirait par craquer, par m'expliquer. Mais les jours se sont transformés en semaines, puis en mois. Et rien. Le secret était bien gardé. J'ai alors commencé à chercher seul, à fouiller la maison en cachette, à retourner chaque tiroir, chaque vieille boîte de souvenirs. J'avais besoin de comprendre, besoin de savoir si ce bébé, sur les photos, c'était moi ou quelqu'un d'autre, et pourquoi ce détail, apparemment anodin, semblait bouleverser tout l'équilibre de ma famille. Un après-midi, dans le fond d'une armoire, derrière de vieux draps, j'ai trouvé une boîte métallique rouillée. À l'intérieur, il y avait des lettres. Des dizaines de lettres, toutes adressées à ma mère. Certaines étaient froissées, d'autres déchirées, mais l'écriture était toujours la même, fine, élégante, un peu tremblante. Et à chaque signature, ce prénom qui m'était inconnu, Lucie. Ma mère ne s'appelait pas Lucie. Alors, qui écrivait? Et pourquoi ces lettres étaient-elles cachées, conservées comme un trésor honteux? Là, j'ai compris que ce mensonge que je soupçonnais depuis des mois n'était pas qu'un détail de mon passé. C'était une fondation, une racine, quelque chose de profond, d'ancien, que mes parents avaient décidé de m'occulter, sans penser que la vérité finirait par suinter à travers les murs. J'ai refermé la boîte, le cœur lourd, la gorge nouée. J'avais 11 ans, et pourtant je portais déjà le poids d'un secret trop grand pour moi. Un secret qui ne m'appartenait pas, mais qui m'avait construit malgré moi. Ce soir-là, j'ai fait un cauchemar. Je marchais dans une maison sans mur, où chaque pièce s'effondrait dès que j'y entrais. Et au milieu de ce chaos, il y avait ma mère, qui me regardait sans dire un mot. Le silence. Toujours le silence. Je crois que ce fut à cet âge, entre 11 et 12 ans, que j'ai commencé à comprendre que les adultes mentent, pas seulement pour se protéger, mais aussi pour préserver une image, un équilibre, une version supportable de la réalité. Je le voyais dans les yeux de ma mère, une inquiétude constante, un besoin presque maladif de tout contrôler, comme si le moindre aveu risquait de faire s'écrouler l'univers qu'elle avait construit pour moi. Mais moi, je ne voulais plus d'un monde construit sur du sable. Je voulais du vrai, même si ça faisait mal. Les lettres de cette fameuse Lucie étaient datées de plusieurs années avant ma naissance. Certaines parlaient de doutes, d'angoisse, de choix impossibles. Il était question d'un enfant, d'un départ, et puis de phrases terribles, laissées sans réponse. Je ne peux pas vivre avec ce poids. As-tu seulement pensé à ce qu'il ressentira un jour? Le mensonge ne tiendra pas toujours. Je lisais ces mots avec une boule dans la gorge, conscient que je n'avais pas toutes les pièces du puzzle, que ces phrases me concernaient, même si je n'arrivais pas encore à relier les points. Un jour, en rentrant plus tôt de l'école, j'ai trouvé ma mère dans le salon, assise sur le canapé, l'album photo sur les genoux. Elle pleurait en silence, le regard perdu sur une image. Elle ne m'a pas vu tout de suite, et quand elle m'a aperçu, elle a tenté de cacher ses larmes, comme si pleurer devant son propre fils était une trahison supplémentaire. « Pourquoi tu ne veux pas me dire la vérité ?» ai-je demandé, la voix tremblante. Elle m'a regardé longuement, et dans ses yeux, j'ai vu une fatigue immense. Pas physique, une fatigue de l'âme, comme si elle portait ce secret depuis trop longtemps. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, et finalement, elle a murmuré « Parce que je ne sais pas par où commencer », elle m'a tendu l'album, m'a invité à m'asseoir à côté d'elle. Elle a tourné les pages, une à une, et m'a parlé d'une époque que je ne connaissais pas, d'une vie avant moi, avant l'enfant parfait que j'étais censé être. Et puis, elle a dit ce prénom que j'avais lu dans les lettres, Lucie. C'était ta mère biologique, le temps s'est arrêté.
J'ai senti le sol se dérober. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, plus fort, comme s'il cherchait à sortir de ma poitrine. Je suis adopté ?» ai-je balbutié. Elle a hoché la tête. Une larme a roulé sur sa joue. Pas officiellement, mais Lucie était jeune, trop jeune. Elle m'a supplié de t'élever comme mon fils. Elle ne pouvait pas. Elle avait ses raisons. Je ne comprenais pas tout, mais je sentais que ce moment allait me marquer pour toujours. Et mon père, celui que je connais, c'est le vrai. Elle a détourné les yeux. Le silence a répondu à sa place. Ce fut comme un coup de massue. Mon père n'était peut-être pas mon père. Ma mère n'était pas celle que je croyais. Et moi, je me retrouvais là, au milieu de ce champ de ruines, à essayer de recoller les morceaux d'une identité que je ne reconnaissais plus. Ce soir-là, je ne me suis pas endormi. Je suis resté allongé, les yeux ouverts dans le noir, avec cette phrase qui tournait en boucle dans ma tête. Ma vie entière est une invention. Et le pire, ce n'était pas la douleur. C'était le sentiment d'avoir été trahi. Par ceux qui m'avaient élevé, aimé, protégé, tout en me cachant l'essentiel. J'avais grandi dans un mensonge, et maintenant que je le savais, je ne pouvais plus faire marche arrière. Je n'étais plus un enfant. Pas tout à fait. Je venais de perdre quelque chose d'essentiel, l'innocence. Après cette révélation, les jours sont devenus flous. Ma perception du monde, de ma famille, de moi-même, tout était en suspension, comme si le temps avançait sans que je le suive vraiment. Les rires à l'école me paraissaient lointains, irréels. Le regard des autres, vide. J'étais là, sans y être. Un corps présent, mais un esprit ailleurs, perdu dans une quête qui me dépassait. Je n'avais plus qu'une obsession, connaître Lucie, mettre un visage sur ce prénom, comprendre pourquoi elle m'avait abandonné, pourquoi elle avait confié sa chair et son sang à une autre femme. Était-elle en vie? Avait-elle voulu me revoir? Avait-elle regretté ma mère adoptive? Car je ne pouvais plus l'appeler. Simplement maman, sans ressentir un pincement, avait gardé peu d'informations. Elle vivait à Bordeaux à l'époque, m'avait-elle dit, les yeux rouges. Elle a coupé les ponts après ta naissance. Elle ne voulait pas. Que tu grandisses dans l'instabilité, je n'ai pas su si c'était vrai ou juste une manière adoucie de me faire avaler l'abandon. Mais cette phrase a suffi à rallumer une flamme en moi. Je me suis mis à chercher, en secret. J'ai utilisé l'ordinateur de l'école, puis celui de la bibliothèque municipale. J'ai fouillé les forums, les réseaux sociaux, les listes électorales. Des heures passées à taper Lucie, des centaines de profils, de visages. Aucun ne déclenchait quoi que ce soit. Et puis, un jour, en rentrant de l'école, j'ai trouvé une enveloppe posée sur mon lit. Mon nom écrit à la main. À l'intérieur, une photo et une courte lettre. La photo montrait une jeune femme, peut-être à peine 20 ans, aux yeux verts et au sourire timide. Elle me ressemblait. C'était troublant. Cette mâchoire fine, ce regard pensif. Pour la première fois, je voyais un reflet de moi ailleurs que dans le miroir de la salle de bain. Un autre sang, une autre origine. La lettre était courte. Quelques lignes griffonnées dans une écriture tremblante. Je ne t'ai jamais oublié. Je t'ai regardé grandir de loin, par peur de troubler ton équilibre. J'ai fait des erreurs. Mais je t'ai aimé. Je t'aime encore. Si tu veux me voir, je suis prête. Lucie. Je me suis assis, photo dans une main, lettre dans l'autre, et j'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de colère. Juste un soulagement douloureux, comme si une blessure qu'on croyait fermée s'ouvrait à nouveau pour enfin guérir. Le soir venu, j'ai confronté ma mère adoptive. Elle a avoué. Lucie avait repris contact quelques semaines plus tôt. Elle voulait savoir si j'étais prêt à entendre la vérité. Ma mère, protectrice, avait hésité. Elle avait peur de me perdre, peur que je l'accuse, que je l'abandonne pour une autre.
Mais je n'avais pas de colère envers elle, juste un besoin impérieux de savoir, de compléter le puzzle de ma vie. Une semaine plus tard, je prenais le train avec elle pour Bordeaux. Elle m'accompagnait, mais resterait à l'écart. Elle avait compris. Et malgré la peur dans ses yeux, elle m'a laissé partir. Lucie m'attendait sur un banc, près du vieux port. Elle portait un pull simple, ses cheveux relevés dans un chignon imparfait. Quand elle m'a vu, elle s'est levée. Ses mains tremblaient. Moi aussi. Nous sommes restés quelques secondes sans bouger, juste à nous regarder. Puis elle a murmuré « Tu es magnifique !» J'ai senti ma gorge se nouer. Il n'y avait plus de place pour les reproches. Pas maintenant. Pas tout de suite. On s'est assis. Elle a raconté son adolescence tourmentée, le père inconnu, la pression familiale, l'incapacité à élever un enfant, et puis le choix, ce choix que je ne pourrais jamais vraiment comprendre. Je l'ai écouté, sans juger, avec ce mélange étrange de distance et de proximité. J'avais face à moi ma mère biologique, une inconnue si familière, un fantôme devenu réel. En la quittant, elle m'a serré contre elle. Longuement. Elle sentait la lavande et la tristesse ancienne. « Tu n'es pas né dans le mensonge », m'a-t-elle soufflé. « Tu es né dans la peur, mais élevé dans l'amour. » Je n'ai rien répondu. Pas encore. Il me faudrait du temps. Mais au fond de moi, une partie du brouillard s'était levée. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je respirais un peu plus librement. Le retour chez moi, après cette rencontre avec Lucie, n'a pas été un soulagement immédiat. C'était comme rentrer dans une maison que l'on croyait connaître, mais dont chaque pièce semblait différente, comme si les murs murmuraient des vérités que je n'avais jamais entendues auparavant. Rien n'avait bougé, mais tout avait changé. Moi, surtout. Je me suis enfermé dans ma chambre plusieurs jours, non pas pour fuir, mais pour comprendre, assimiler. Je relisais les lettres de Lucie. Je regardais encore et encore cette photo d'elle, plus jeune, ce regard plein de peur et d'amour mêlés. Je pensais aussi à ma mère adoptive, à sa générosité, à sa douleur silencieuse. Elle m'avait aimé comme son propre fils, sans jamais faillir, en portant seul le poids de ce secret. Un matin, je suis descendu. Elle était dans la cuisine, les yeux fatigués, un café tiède entre les mains. Je me suis assis face à elle. « Je ne t'en veux pas », ai-je dit simplement. Ses yeux se sont emplis de larmes aussitôt. Elle a posé sa tasse, a voulu parler, mais je l'ai interrompue doucement. « Tu as fait ce que tu pensais juste. Tu m'as aimé, et ça, je ne l'ai jamais remis en question. » Elle a hoché la tête, incapable de parler. Ce silence, cette émotion contenue, c'était tout ce qu'il fallait. Ce matin-là, sans le dire, je lui ai rendu sa place dans mon cœur. Avec Lucie, les choses ont été différentes, plus lentes. Elle m'écrivait parfois de longues lettres dans lesquelles elle me racontait son quotidien, ses pensées, ses regrets. Je répondais, timidement d'abord, puis avec plus d'aisance. Nous apprenions à nous découvrir, à distance, sans brusquer, comme deux continents qui dérivent lentement l'un vers l'autre après des siècles de séparation. Parfois, elle m'appelait. Sa voix était douce, presque fragile. Elle me posait 1000 questions. Ce que j'aimais manger, la musique que j'écoutais, les rêves que je faisais. Elle voulait tout savoir, comme si rattraper le temps était possible. Ce ne l'était pas, mais je voyais bien qu'elle essayait, et c'était tout ce que je pouvais lui demander. J'ai longtemps cherché à savoir qui était mon père biologique. Lucie n'a jamais voulu me le dire. Elle disait que ce n'était pas un homme, mauvais, mais qu'il n'avait pas souhaité faire partie de cette histoire. Et au fond, je crois que je n'avais plus besoin de cette réponse. Car j'avais compris que l'identité, ce n'est pas un nom sur une carte, ou un sang dans les veines. C'est ce que l'on construit, avec les autres, et malgré les autres. Aujourd'hui, encore, quand je repense à mon enfance, je la vois comme une maison aux fondations incertaines.
Elle a été bâtie sur un mensonge, c'est vrai. Mais ce mensonge était habité par de l'amour. Un amour maladroit, imparfait, mais sincère. Et ce n'est qu'en l'acceptant que j'ai pu commencer à reconstruire. Non pas en effaçant le passé, mais en le regardant en face, sans peur. J'ai appris à pardonner, à faire la paix avec mes origines, à honorer les deux femmes qui, chacune à leur manière, m'ont aimé au-delà de leurs limites, et puis, surtout, j'ai appris à me définir moi-même. Je ne suis pas l'enfant d'un secret, je suis l'enfant d'un choix, celui d'aimer malgré les cicatrices, celui de rester, même quand tout vacille, celui de grandir dans les fissures, pour mieux en faire des racines.